Alors, dans ce chapitre, on va s'intéresser à la création de nos propres types de variables. Dans ce chapitre, on va apprendre à créer nos propres types de variables à travers les structures et les énumérations. D'abord, intéressons-nous aux structures. Donc, dans cette première partie-là de ce cours, de ce chapitre, on va s'intéresser aux structures. Alors, une structure n'est rien d'autre qu'un assemblage de variables de types différents. Contrairement à un tableau, dont ces éléments doivent être de même type. Donc, dans une structure, on peut avoir des variables de type int, d'autres de type float, d'autres de type double, d'autres de type char. On n'est pas obligé d'avoir des composantes, des éléments qui sont de même type dans une structure. Maintenant, comment définir une structure? Comme je l'ai dit, une structure n'est rien d'autre qu'un assemblage de variables. Une structure renferme des sous-variables. Et ces sous-variables-là peuvent être de type différent. Maintenant, comment définir une structure? Pour définir une structure, on mentionne le mot clé struct, après le nom de notre structure, après on ouvre les accolades dans lesquelles on mentionne les sous-variables de notre structure. Si vous voulez, les composantes de notre structure, les éléments de notre structure. Et ces éléments peuvent être de type différent. Donc, c'est très simple. Comme je l'ai dit, on met le mot clé struct, le nom de la structure, et le nom de la structure. Les règles qui s'imposent au nommage d'une variable simple, comme on a pu le voir, sont les mêmes au nommage d'une structure. C'est ce qu'ici, pour nommer une structure, on met la première lettre du nom en majuscule. Voilà, on met la première lettre du nom de la structure en majuscule, ce qui différencie un peu une structure d'une variable. On est d'accord? Et là, une structure renferme des sous-variables qui sont délimitées par des accolades. Et là, n'oubliez pas de mentionner le point-virgule. Il faut toujours mentionner le point-virgule parce que ce n'est pas une fonction. C'est une définition d'une structure. Donc, si vous ne mentionnez pas le point-virgule, vous aurez erreur. Donc, c'est très simple. Hein? Donc, c'est ça là, le squelette de la définition d'une structure. Comme je l'ai dit, on met le mot clé struct. Après, on mentionne le nom de notre structure. On ouvre les accolades dans lesquelles on mentionne de manière respective les sous-variables de notre structure. Donnons un exemple. Supposons que l'on veut créer une structure coordonnée. Une structure, en fait, est un type personnalisé. Supposons que l'on veut créer une structure coordonnée. On veut connaître les coordonnées d'un point. Et les coordonnées d'un point, s'il s'agit de 2D, c'est-à-dire deux dimensions, ces coordonnées sont x et y, c'est-à-dire l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc ici, notre structure coordonnée, vous voyez, va renfermer les sous-variables x et y. Et qu'est-ce que vous avez noté ici? Il y a le C qui est en majuscule. Et là, je pense que j'ai oublié de mentionner le point-virgule là. Voilà, donc il faut toujours mettre le point-virgule parce que ce n'est pas une fonction. D'accord? Alors, notez très bien que les sous-variables d'une structure peuvent être des tableaux. On peut avoir des tableaux dans une structure. Comme ici. Supposons que l'on veut créer une structure personne. Vous voyez, on veut stocker son nom, son prénom, son adresse. Vous voyez, on sait très bien que le nom d'une personne ainsi que son prénom, par exemple, sont des chaînes de caractères. Et une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. Donc là, certaines sous-variables de notre structure sera des tableaux. Donc, on peut avoir des structures qui renferment des tableaux, qui contiennent des tableaux. Donc là, on a nom qui est un tableau de 100 caractères, prénom, adresse, etc. Et là, on a l'âge qui est de type entier. Et là, étudiant, c'est-à-dire le statut étudiant. Si la personne est étudiant ou non. Donc, étudiant ne peut prendre comme valeur ici 0 ou 1. Parce que étudiant ici, en fait, est
est un booléen. On est d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on définit une structure qui peut renfermer des tableaux. C'est très simple. Une structure renferme des sous-variables. Et les sous-variables sont déclarées comme on déclare une variable. C'est ce que là, on n'initialise pas. On n'initialise pas. On met le type, le nom de la variable. S'il s'agit d'un tableau, on met entre crochets la taille de du tableau. Et là, on met point virgule. Et ainsi de suite. Et une structure peut renfermer plusieurs variables. Il n'y a pas de limite. Et notez très bien que les structures sont définies dans les fichiers .h. Les structures sont définies dans les fichiers .h, dans le même endroit que les prototypes de nos fonctions. D'accord. Donc, pour pouvoir utiliser une structure, il faut importer le fichier qui la renferme, qui la contient. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, c'est très facile de définir une structure. Très, très facile. On met le mot qu'elle est struct, le nom, on ouvre les accolades dans lesquelles on mentionne les variables de cette structure-là. Aussi simple que ça. Si certaines de ces variables sont des tableaux, eh bien, on les déclare comme on déclare, on les mentionne comme on mentionne un tableau. Maintenant, essayons d'appeler une structure dans une fonction. Comment appeler une structure dans une fonction? Donc, on va essayer de travailler avec notre structure coordonnée. Hein? Coordonnée. Donc, on va créer une variable de type coordonnée. Tout simplement, une variable de type personnalisé, une variable de type coordonnée, que l'on appelle, que l'on nomme point. Donc ici, notre variable point est un type coordonné. Et là, vous avez noté la présence de struct. On met struct, espace, le type personnalisé, la structure. Et là, on met le nom de la variable. Voilà. Donc struct, ici, voilà, vous avez noté la présence de struct, alors que vous avez déjà utilisé struct lors de la définition de la structure. Et là, lors de la déclaration d'une variable de type personnalisé, vous avez noté aussi la présence de struct. Donc, struct différencie, par exemple, un type personnalisé d'un type de base. Donc, grâce à struct, l'ordinateur saura que, le compilateur saura qu'il s'agit d'un type personnalisé. Mais quand même, ça sera un peu fatigant, un peu gênant de mentionner struct tout le temps lors de nos déclarations de variables de type personnalisé. Dans ce cas, les développeurs ont pu inventer quelque chose. On peut inventer ce qu'on appelle un aléa. Un aléa n'est rien d'autre qu'un mot qui peut remplacer une expression. C'est-à-dire, à la place de cette expression-là, on peut mentionner ce mot-là qui correspond à cette expression. C'est ce qu'on appelle un aléa. Pour créer un aléa, on utilise type def. Donc, les développeurs ont inventé ça juste pour alléger la création d'une variable de type personnalisé, comme ici. Parce que ça leur gêne de mentionner tout le temps struct. C'est un peu gênant, oui. Donc là, ils ont inventé un aléa. Donc ici, l'aléa, c'est coordonnée. Coordonnée remplace struct coordonnée. Donc, à la place de struct coordonnée, dans notre code, on peut y mettre coordonnées tout court. Mais assurez-vous de mettre cette instruction-là juste avant la définition de la structure. Voilà, cette instruction renferme type def qui permet de définir un aléa. Et là, on mentionne l'expression, ce qu'on veut remplacer par un mot. Struct coordonné. Voilà, pour déclarer, on utilise struct coordonné. Donc, le mot qui remplace, on met coordonnées. C'est beaucoup plus simple. Hein? On met coordonnées. Le type. Le nom de la structure, coordonnées. Donc, lors de la déclaration d'une variable de type coordonnées, on peut se contenter à mettre coordonnées tout court au lieu de struct coordonnées. On met tout court coordonnées, le nom de la variable, point virgule. Grâce à cette instruction de type def là. Sans cette instruction de type def, on aura erreur. Sans cette instruction de type def, on aura erreur. Donc, il faut toujours précéder la définition de type def, la définition d'aléa de vos structures. Voilà. Donc, ayez l'habitude de définir des aléas.
de vos structures. Ça allège la déclaration de vos variables. On est d'accord, comme ici. Vous voyez, à la place de structure coordonnée, on s'est contenté à mettre coordonnées tout court. Et le tour est joué. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et la définition, comme je l'ai dit, la définition de l'instruction de type def précède la définition de la structure. Donc chaque structure, chacune de vos structures crée des aléas pour chacune de vos structures. Elle a l'habitude de créer des aléas pour chacune de vos structures. Comme je l'ai dit, ça allège la déclaration de vos variables. Des variables de type personnalisé, de type structure. Maintenant, comment modifier les composantes de la structure? Donc là, dans cette instruction-là, on a créé une variable de type coordonnée. Donc ça veut dire quoi? Cette variable-là possède les composantes de la structure coordonnée, c'est-à-dire possède X et Y. Comment modifier ces X et Y? C'est-à-dire comment modifier ces coordonnées? On met tout simplement le nom de cette variable pour accéder à ces composantes. On met le nom de la variable, point, le nom de la composante. Pour accéder à une composante d'une structure, on met le nom de la variable, point, le nom de la composante. Après, on met égal 10. On lui affecte la valeur 10. Et là, on fait de même avec Y. Avec l'autre composante, on lui affecte 20. Donc, ça veut dire que point, maintenant, a des coordonnées 10 et 20. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir accéder à une composante d'une structure, si vous voulez, à une sous-variable d'une structure. Il faut mentionner le nom de la variable. Le nom de la variable de type structure, de type personnalisé. Après, on met point. Après, maintenant, on peut mentionner la composante que l'on veut. De même que pour l'affichage, on fait pareil. De même que pour l'initialisation aussi. On est d'accord? Donc, c'est très simple. Hein? C'est très simple. On mentionne le nom de la variable, point, le nom de la composante. Et là, on a fait l'affectation. Donc, ça veut dire que la sous-variable X se retrouvera avec la valeur 10 et la sous-variable Y se retrouvera avec la valeur 20. Aussi simple que ça. Maintenant, si on s'intéresse un peu à notre structure personne, on va créer une variable de type personne que l'on appelle utilisateur. Vous voyez? Et on va demander à l'utilisateur d'entrer son nom ainsi que son pronom. C'est très simple. On va demander à l'utilisateur de saisir son nom. Et là, on le stocke dans utilisateur.nom, dans le nom de la variable, point, le nom de la composante. Vous voyez ici. Donc là, on n'a pas mis le E commercial, Esperluette. On ne l'a pas mis. Voilà. Et là, on a mis un string, parce que c'est une chaîne de caractères, comme on l'a vu. Pour saisir une chaîne de caractères, on utilise le format %S, de même que pour l'affichage. Ça permet de saisir la chaîne d'un coup. Donc, c'est comme ça qu'on fait, hein? C'est très simple. On met le nom de la variable, point, le nom de la composante, scanf. Donc là, ce que l'utilisateur a saisi en guise de nom sera stocké directement dans la variable utilisateur, directement. De même qu'ici. Donc, et là, pour afficher, on peut dire, vous vous appelez, voilà, le pourcentage S là, ce premier format-là, représente utilisateur pronom, le pronom de l'utilisateur, et le deuxième, le nom de l'utilisateur. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir est que pour initialiser, comme pour affecter, comme pour afficher
une composante d'une structure, il faut toujours mettre le nom de la variable de cette structure-là, point, le nom de la composante ou le nom de la sous-variable. Aussi simple que ça. C'est très facile, c'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. Et l'avantage de créer une structure personne, parce que si on veut stocker une seule personne, je pense que ce serait inutile de créer une structure personne. On pourrait juste définir les variables nom, prénom, âge, etc. Mais l'utilité de créer une structure personne, c'est-à-dire un type personnalisé de personne, c'est par exemple, on peut créer plusieurs personnes à la fois, plusieurs variables de type personne à la fois, comme ici. On a créé deux variables, étudiant 1 et étudiant 2, qui sont de type personne. On peut aller encore plus loin en créant par exemple un tableau de type personne, un tableau de type personnalisé. Voyez-vous? Donc, ce qui est valable avec les types personnels, avec les types de base, est aussi valable avec les types personnalisés. On peut créer un tableau de type personnalisé, on peut créer un pointeur de type personnalisé, etc. On peut créer une variable de type personnalisé. Voyez-vous? Maintenant, ici, lorsqu'on a un tableau, pour accéder à un élément d'un tableau, n'est-ce pas, on utilise les crochets. Parce qu'on accède à un élément d'un tableau à travers l'indice. Le premier élément porte l'indice 0, le deuxième élément porte l'indice 1, ainsi de suite. Donc, étudiant. Donc ça, c'est un tableau de personnes. Étudiant 0 renvoie le premier élément. C'est-à-dire étudiant 1 renvoie le premier élément du tableau. Et maintenant, si on veut accéder à une composante de ce premier élément-là, on met point, le nom de cette composante. Aussi simple que ça. Si on veut accéder au pronom de l'étudiant 2, c'est-à-dire du deuxième étudiant, donc forcément on utilise l'indice 0, l'indice 1 plutôt, parce que l'indice 0 c'est le premier élément, l'indice 1 c'est le deuxième élément. Donc on met étudiant, crochet 1, point, pronom. C'est comme ça qu'on accède à une composante d'une structure lorsqu'il s'agit d'un tableau. Lorsqu'on a un tableau de structure. Un tableau de type structure. C'est très simple. Continuons. Donc ici, comme je l'ai dit, on accède à l'élément d'abord, qui est une structure, qui est une personne. Et maintenant, pour accéder à une composante de cette personne-là, on met point, le nom de la composante. Maintenant, comment initialiser une structure? Je vous ai toujours recommandé d'initialiser vos variables lors de la déclaration, lors de la création. Parce que ça permet de voir vos variables, de vous retrouver avec des valeurs bizarres, avec n'importe quoi. Donc, ayez toujours l'habitude d'initialiser vos variables, vos tableaux, vos pointeurs, de même que vos structures. Et l'initialisation d'une structure, c'est très simple. Donc là, pour initialiser, par exemple, notre structure coordonnée, on sait très bien que la structure coordonnée renferme deux composantes, deux sous-variables. On peut se contenter à mettre accolade, entre accolade, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier 0 là va se mettre à point, point X. Et le deuxième 0 va se mettre à point, Y. Donc le fait de faire ça équivaut à faire ça. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Donc si notre structure renferme 4 sous-variables, par exemple, on va mettre 4 0. Chaque 0 est affecté à une composante. Le premier 0 à la première composante, à la première sous-variable. Le deuxième 0 à la deuxième sous-variable. Le troisième 0 à la troisième sous-variable, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on initialise une structure. L'initialisation est très simple. C'est comme on initialise un tableau. Voyez-vous?
C'est comme on initialise un tableau. Si notre structure renferme 5 composantes, il faut mettre 5 zéros entre accolades, séparés par des virgules. Aussi simple que ça. Et comme je l'ai dit, ayez l'habitude d'initialiser vos structures. Après, on va voir comment créer une fonction qui sert à initialiser une structure. Donc, c'est comme ça qu'on initialise une structure. Hein. C'est très simple. Maintenant, intéressons-nous au pointeur. Si on veut créer un pointeur sur une structure, un pointeur qui pointe sur une structure, un pointeur de structure. Comme je l'ai dit, ce qui est valable avec les variables de type de base est aussi valable plutôt avec les variables de type personnalisé, de type structure si vous voulez. Donc là, pour déclarer un pointeur de type personnalisé, on met le type étoile, comme on fait avec les variables, hein, comme on a pu le faire avec les variables de base. On met coordonnées, on met ici le type de la structure si vous voulez, astérix, espace, le nom du pointeur, et là on initialise ce pointeur à nul. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, j'avais dit que même pour initialiser, pour déclarer un pointeur, ayez l'habitude de mettre le astérix là, l'étoile là, juste avant le nom de la variable, mais pas collé avec la coordonnée. Ces deux propositions sont identiques, certes. Ces deux propositions sont identiques, mais préférez l'autre, la dernière. Parce que ça, avec la dernière, on est obligé, si on veut créer plusieurs pointeurs, on est obligé de mentionner autant d'étoiles que de pointeurs. Par exemple, coordonnées, étoile point 1, étoile point 2, étoile point 3, étoile point 4. On est obligé de mentionner tout le temps étoile. Donc, optez toujours pour cette manière de déclarer vos pointeurs, comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire. Donc là, on a créé un pointeur qui pointe sur une variable de type personnalisé, de type structure. Autrement dit, un pointeur qui pointe sur une structure. Donc, quel est le but? Quelle est l'importance de créer un pointeur qui pointe sur une structure? Parce que tout simplement, ça va nous être utile lorsqu'on veut utiliser une fonction pour modifier, par exemple, une structure ou bien pour initialiser une structure. Comme on l'a vu avec le fil rouge là de notre chapitre sur les pointeurs, on passe en fait le pointeur de la structure à nos fonctions, mais pas la variable carrément, mais pas la variable seulement. Si on passe la variable, eh bien la fonction va effectuer une copie de cette variable-là et elle va travailler avec cette copie. C'est comme avec les variables de base. Si on passe la variable, eh bien la fonction va travailler avec une copie de cette variable-là et non avec la variable directement. Du coup, les modifications apportées ne seront pas affectées. Donc, pour travailler avec une structure, il faut passer son pointeur à la fonction. Voyons cet exemple. Donc là, dans notre méthode main, on a ici créé une variable de type coordonnée, de type personnalisé, de type coordonnée. Et là, on a appelé notre fonction initialiser coordonnée. Cette fonction-là, qui sert à initialiser tout simplement notre point, qui sert à initialiser les coordonnées de notre point. Donc là, voyez ce qu'on lui passe. On lui passe l'adresse de cette variable mon point. Pas la variable, mais l'adresse de la variable. C'est-à-dire le pointeur de la variable. Et voyez ici le prototype de cette fonction. Voyez,
Qu'est-ce que vous avez comme paramètre? Un pointeur que l'on appelle point. Bon, on pourrait l'appeler comme on veut. Hein. On pourrait l'appeler autre chose que point. Ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de sens. Ça ne gêne pas. Vous avez saisi? Donc là, lorsqu'il s'agit d'une structure, on passe en fait l'adresse de la structure à une fonction et non la variable. Parce que si on passe la variable, comme je l'ai dit, une copie de cette variable va être effectuée. Et la fonction va travailler avec cette copie-là. Elle ne va pas travailler directement avec la variable, non, mais avec cette copie. Maintenant, voyons ce qui se passe à l'intérieur de la fonction initialiser coordonnée. Donc, on va essayer d'initialiser élément par élément, composante par composante de la structure coordonnée. Alors, peut-être, vous allez envisager de procéder ainsi. Parce que pour pouvoir accéder à la variable, à travers un pointeur, on met l'étoile avant le nom du pointeur. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Donc, le pointeur tout court, le nom du pointeur tout court désigne l'adresse de la variable. Et si on précède l'étoile, si on précède le nom du pointeur par l'étoile, dans ce cas, on a accès à la variable, c'est-à-dire à la valeur de la variable. Vous vous en souvenez? Donc là, peut-être vous allez envisager de procéder ainsi. Astérix ou bien étoile, point X égale. Alors c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on procède. Pourquoi? Parce que ce point va s'appliquer uniquement sur la variable point. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que ce point-là s'applique sur étoile point. Sur étoile point. Et non sur point tout court. Parce que sinon, on modifie l'adresse du pointeur. L'adresse du pointeur. Et non la variable sur laquelle pointe ce pointeur. Est-ce que vous avez saisi? Donc, pour pallier à cela, on utilise les parenthèses. On met entre parenthèses astérix point. Comme ça, le point aura son impact sur, c'est-à-dire s'appliquera sur astérix point et non sur point tout court. Parce que point tout court désigne l'adresse. Et on va accéder à la valeur de la variable. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Si on veut initialiser une structure à travers une fonction, ayez l'habitude de mettre les parenthèses. Mais heureusement que les développeurs ont inventé un raccourci. Voilà, les développeurs sont feignants et ils aiment écrire peu. Donc, ils ont inventé un raccourci. Donc, à la place de tout ça, vous pourrez mettre ça. Point, le nom du pointeur, flèche, la composante. Cette flèche-là est constituée du signe moins. Vous voyez, le signe moins là, c'est le tiré du 6 et le chevron fermant, si vous voulez supérieur. Donc, on met tiré du 6, le signe là, signe moins, chevron fermant. Donc, il fait très attention. Hein. Donc, ici, on ne met pas point X. Non, non, non. On ne met pas point X. Mais on met point flèche X. Parce que là, on veut accéder à la structure, mais grâce à son pointeur. Grâce à son pointeur. Donc, si on mentionne le nom du pointeur tout court, ça donne l'adresse de la structure et non la structure. Pour pouvoir accéder à la structure maintenant, on met astérix, étoile. Et soit étoile, le nom du pointeur. Donc, pour être simple, il faut mettre tout simplement point, flèche,
la composante, on initialise. On fait comme ça si on veut initialiser notre structure à travers une fonction. J'ai bien dit à travers une fonction. Et on doit passer à la fonction l'adresse de la structure et non la structure. Sinon, la fonction va créer une variable, une copie de cette structure-là et elle va travailler avec cette copie-là. Du coup, les modifications n'affecteront pas notre structure. On aura sûrement des résultats inattendus. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour initialiser notre structure à travers une fonction. Parce que on a passé tout simplement l'adresse de la structure. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie, si vous voulez, à la dernière partie de ce cours-là, de ce chapitre-là. Les énumérations. Les énumérations sont différentes des tableaux, sont différentes aussi des structures. En fait, une énumération renferme des valeurs possibles, pas des sous-variables, mais des valeurs possibles d'une variable. C'est pourquoi en mémoire, on réserve une seule case pour stocker une énumération. Et la valeur de cette case-là sera tout simplement une des valeurs mentionnées. Une des valeurs possibles de l'énumération, comme ici. Avant tout, voyez-vous bien ici cette ligne-là, cette instruction de type def. On peut aussi créer un aléa d'une énumération. Sinon, lors de la définition d'une énumération, lors de la déclaration d'une variable de type énumération, on est obligé de mettre enum. Enum, volume, le nom de la variable. Est-ce que vous avez saisi? Donc là aussi, on a utilisé un aléa pour alléger un peu la déclaration de nos variables de type énumération. Et là, donc, on met enum, le mot-clé enum, le nom de l'énumération. Donc, ayez l'habitude de mettre la première lettre en majuscule, comme les structures. Et là, on ouvre les accolades dans lesquelles on mentionne l'ensemble des valeurs possibles de cette variable d'énumération, de cette variable de type énumération. Donc, ici, vous voyez, on a déclaré une variable musique de type énumération, de type volume. Donc, musique ne peut prendre comme valeur que faible, moins ou fort. Pas autre chose. Et il faut respecter la case. Mais notez très bien qu'ici, ce mot n'est pas délimité par des apostrophes ou des guillemets. Attention, on ne met pas des guillemets ici. Parce qu'il s'agit d'une valeur d'une énumération. Donc, c'est comme ça qu'on déclare une variable énumération. La variable énumération est imposée à avoir comme valeur une des valeurs qui sont mentionnées. Une des valeurs qui sont mentionnées lors de la définition de l'énumération. C'est-à-dire la variable musique ici ne doit avoir comme valeur faible, moins ou fort, pas autre chose. Et notez très bien qu'en mémoire, ce qu'on enregistre là, ce n'est pas moins. Et à la place de moins, on va mettre 1. Pourquoi? Parce qu'en énumération, le premier élément désigne 0. Le deuxième élément désigne 1. Le troisième élément désigne 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si la valeur de cette variable est égale au premier élément, par exemple, donc en mémoire, on va mettre 0. Est-ce que vous avez saisi? C'est comme les tableaux. Pour accéder à un tableau, on sert de son indice. Eh bien, pour enregistrer une valeur d'une énumération, on se sert aussi de son indice. On enregistre en réalité son indice, un nombre. Parce qu'on enregistre en mémoire que des nombres, vous vous en souvenez. Donc ici, à la place du premier élément, on a 0. À la place du deuxième élément, on a 1. À la place du troisième élément, on a 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, volume musique égale moins. C'est comme si que volume musique égale à 1 en mémoire. Donc la case qui est réservée pour stocker musique contiendra la valeur 1. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est comme ça les énumérations. Les énumérations sont très simples à utiliser.
sont très simples à utiliser. Notez très bien que les énumérations renferment des valeurs possibles d'une variable et non pas des sous-variables, et non pas des variables, mais des valeurs possibles d'une variable. Et cette variable ne peut avoir comme valeur que les valeurs mentionnées dans la définition de l'énumération, que les valeurs exigées par l'énumération. Donc ici, qu'importe la variable que l'on va créer, qui est de type volume, ne peut avoir comme valeur que faible, moins ou fort, pas autre chose. Donc là, on peut utiliser une condition pour vérifier si notre variable est égale à moins. Voilà, si la variable est égale à moins, on peut effectuer quelque chose. On peut faire quelque chose. Donc, je répète encore. Ça, cette valeur-là ne doit pas être délimitée par des guillemets. Et ayez l'habitude de mettre les valeurs d'une énumération en majuscule. Parce que c'est comme des constantes en fait. C'est comme des constantes. On peut dire que faible, c'est une constante dont sa valeur est égale à 0. Moins est une constante dont sa valeur est égale à 1. Fort est une constante dont sa valeur est égale à 2. C'est comme les constantes. Donc là, on peut faire des tests si la variable de type énumération est égale à l'une des valeurs possibles de l'énumération. Et après, on exécute certaines instructions. Est-ce que vous avez saisi? Mais notez très bien qu'on peut attribuer de valeurs, qu'on peut attribuer de nombres aux valeurs de l'énumération. Dans ce cas, si on met faible en mémoire, on aura 10. Si on met moins en mémoire, on aura 50. C'est-à-dire moins sera remplacé par 50 en mémoire. Fort sera remplacé par 100 en mémoire. Si on précise les valeurs, si on précise les nombres, on peut préciser les nombres. Si on précise les nombres, dans ce cas, faible ne sera pas égal à 0, mais sera égal tout simplement au nombre qui est précisé, au nombre qui est associé. Donc, faible ici est associé au nombre 10. C'est-à-dire qu'à la place de faible, en mémoire, on aura 10. C'est comme une constante qui stocke 10. Ici, comme une constante qui stocke 50, moins, comme une constante qui stocke 50, fort ici, comme une constante qui stocke 100. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on a le choix entre le fait de mentionner des nombres, c'est-à-dire d'associer des nombres à nos valeurs de l'énumération, ou bien non. Donc, si on n'associe pas de nombre, le premier élément, la première valeur, son nombre associé sera 0. La deuxième valeur, 1. La troisième valeur, 2. La quatrième valeur, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, on a associé un nombre à chacune des valeurs de l'énumération. Si on veut, donc là ici, on a attribué les deux, on a attribué un nombre aux deux valeurs. Dans ce cas, quelle est la valeur quel est le nombre de la troisième valeur? Ici, fort n'est pas associé à une valeur. Dans ce cas, quelle sera sa valeur? Sa valeur dépend tout simplement de la valeur, son nombre plutôt, le nombre qui va lui être associé, dépend tout simplement du nombre de la valeur précédente, du nombre de la valeur qui la précède, c'est-à-dire 50 ici. Donc, vu que fort suit moins, on met moins après fort. Dans ce cas, fort, le nombre associé à fort sera 51. Sera 50 plus 1, 51. Si on n'associe pas de valeur, faible, le premier élément, son nombre, le nombre sera 0. Le deuxième élément, son nombre sera 1. Le troisième élément, son nombre sera 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ici, cet élément-là, cette valeur-là, on n'a pas associé de nombre. Donc, son nombre sera tout simplement le nombre de la valeur précédente,
le nombre qui est associé à la valeur précédente, c'est-à-dire moins, plus 1, on incrémente. Si on passe d'une valeur à une autre, on incrémente. Si, bien sûr, la valeur n'est pas associée à un nombre. Aussi simple que ça. Donc ici, for, sa valeur sera 51. Là, si on ne mettait pas moins égale 50, dans ce cas, moins aura comme valeur 11, aura comme nombre associé 11. 11, parce qu'ici, on a commencé par 10. La première valeur de l'énumération est 10. Donc la deuxième valeur, si elle n'est pas imposée d'un nombre, si elle n'est pas imposée d'un nombre, dans ce cas, son nombre sera 11. Ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi? Si on crée une énumération, chaque valeur de l'énumération est associée à un nombre. Parce qu'en mémoire, on ne stocke que des nombres. En mémoire, on ne stocke que des nombres. Donc, chaque valeur, parce qu'une énumération contient des valeurs possibles d'une variable et non pas des sous-variables, comme une structure ou un tableau. Donc ici, chacune de ces valeurs sera associée à un nombre. Soit l'association est automatique ou bien est manuelle. Si l'association est automatique, dans ce cas, le premier élément aura comme nombre 0, le deuxième élément 1, le troisième élément 2, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme les indices d'un tableau. Si, par contre, on veut faire l'association manuelle, dans ce cas, on peut choisir nos nombres. Ici, par exemple, faible va avoir comme nombre 10, moins va avoir comme nombre 50, fort va avoir comme nombre 100. Donc, on peut dire même que les valeurs d'une énumération sont comme des constantes. Faible désigne 10. Là où on veut mettre 10, on peut mettre faible, tout court. Là où on veut mettre moins, on peut mettre 50. Là où on veut mettre fort, là où on veut mettre plutôt 100, on peut mettre fort. C'est comme des constantes. Par contre, si on précise un nombre pour certaines valeurs et laisser les autres comme ici, fort n'a pas de nombre. Donc fort ici, son nombre sera attribué, sera associé automatiquement. Et qu'est-ce que le compilateur va faire? Il va voir le nombre de la valeur précédente et y ajoute 1. Tout simplement. Donc ici, la valeur précédente, c'est moins, et moins est associé au nombre 50. Donc, fort aura comme valeur 51. Si moins n'avait pas de valeur, n'avait pas de nombre plutôt, son nombre dépendra du nombre de la valeur faible, qui est 10. Donc, on met 10 plus 1 qui est égal à 11. On incrémente d'une valeur à une autre. Donc, c'est comme ça qu'on fait en énumération. C'est très simple. Et ça rend vraiment le code très lisible, très parlant, très explicite. Est-ce que vous avez saisi? Mais en mémoire, on ne stocke que des nombres. En mémoire, on ne stocke que des nombres. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. Bon, c'est un chapitre coulant, très facile à appréhender. La création de nos propres types de variables, c'est très simple. Donc on crée nos propres types de variables à l'aide des structures, c'est des énumérations. Et une structure n'est rien d'autre qu'un assemblage de sous-variables de types différents, contrairement à un tableau qui existe que ces éléments soient de même type. On est d'accord. Et là, une énumération est une suite de valeurs possibles pour une variable. Une énumération ne renferme pas des sous-variables, comme je l'ai dit, mais renferme des valeurs possibles d'une variable. Et la première valeur aura comme nombre, sera associée à 0. C'est comme une constante.
La deuxième valeur sera associée à 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, on peut associer manuellement les valeurs d'une énumération à un nombre. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce chapitre. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.